Ce matin, consacré à la présence actuelle de Lacan et ce qu'elle a inspiré aux auteurs de l'ouvrage collectif 2021 Lacan au présent, nous poursuivons cette journée sur le thème de la scène du politique. Restons donc dans l'actualité. Deux faits majeurs ont dans cette période animé cette scène. La crise sanitaire provoquée par l'irruption du Covid, avec tous les bouleversements et effets dans le discours contemporain qu'elle a amené, et les nombreux débats et polémiques sur la différence des sexes qui agitent aujourd'hui notre société. Pour les aborder, nous avons conçu la première séquence de cet après-midi autour des ouvrages récemment parus de Colette Solaire, écrits sous Covid, dans la collection Opuscule, et de celui de David Bernard, La différence du sexe, dans la collection Études. Chacun, à partir de la psychanalyse, nous invite à faire le pas de côté indispensable pour penser, ainsi que le préconisait Lacan, la subjectivité de notre époque. Pour les interroger, nous accueillons donc Rosa Guittarpon, psychanalyste à Rennes, et Claire Parada, psychanalyste à Paris et co-organisatrice de ce salon. Merci à chacune de votre participation. Rosa, je vous passe la parole. Alors, dans votre livre, vous avancez que la situation créée par la COVID-19 a confirmé l'hypothèse que vous aviez déjà, à savoir que nous assistons aujourd'hui à un basculement des urgences existentielles admises collectivement, qui va vers un objectif dominant, voire unique, vivre, vers une bio-urgence donc. Vivre à tout prix, puisque la vie est menacée de toutes parts, non seulement par le virus, mais par le climat, les précarités économiques et les catastrophes que génère le capitalisme. Or, si cette bio-urgence témoigne des angoisses vitales qui ont toujours existé, elles prennent tellement le dessus aujourd'hui qu'elles relativisent celles du sexe, bien qu'elles ne les suppriment pas évidemment. Cette prédominance des angoisses vitales se traduit par un transfert massif au savoir de la biologie et par une certaine baisse de l'intérêt porté à la psychanalyse, puisqu'entre les pulsions d'autoconservation et les pulsions sexuelles, la psychanalyse a pris en charge les deuxièmes. La biologie est ainsi devenue le nouveau sujet supposé savoir, ces nouveaux maîtres mots éclipsant, comme vous le soulignez, ceux qui disent le pouvoir de l'inconscient, puisque désormais, ce sont le cerveau, les gènes, les hormones, etc., qui sont supposés commander à nos affects, conduites et même à ce que la psychanalyse nomme symptômes. Donc, la première question que je vous adresse, si les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la vie du sujet et de la planète sont réelles, elles ne me semblent pas expliquer, ou elles n'expliquent qu'en partie, ce transfert massif à la biologie. Alors, à quoi tiendrait, selon vous, le pouvoir de séduction qu'exerce ce discours de la biologie, qui, comme toute science, forclôt le sujet? Je vous réponds. Alors, merci pour votre question. Le transfert dont je parle est à la médecine scientifique qui s'exprime sur la scène publique plus qu'à la biologie, que l'on connaît moins directement. Évidemment, la médecine scientifique use des avancées de la biologie, mais c'est elle qui est actuellement le devenu sujet supposé savoir. Agamben a même pu parler de religion de la médecine. Il a raison, puisque la croyance religieuse, pour la médecine ou dans la religion, c'est toujours, si on en croit Lacan, en action qu'elle s'atteste, en action qui répondent à ce qui advient plus qu'en déclaration de conviction. Alors, pensons aux analyses que Lacan fait de Casanova. Là, on voit ce que c'est que la vraie croyance qu'on ne savait pas avoir. Alors, pourquoi croit-on à la médecine scientifique? Je trouve que c'est très simple, c'est qu'elle fait des miracles. Elle fait des miracles dont les faits sont plus assurés que ceux de la religion. On vous greffe une main, on vous guérit un cancer, on vous opère du Japon par des moyens électroniques, et nos radios publiques, donc, disent tous les jours, les faits sont les faits.
90% des hospitalisés ne sont pas vaccinés. Donc, vaccinez-vous. Voilà pourquoi on croit à la médecine scientifique. Les seuls qui peuvent échapper aux impératifs de ce nouveau sujet supposé savoir sont ceux qui sont prêts à perdre la vie. J'en ai rencontré un récemment. Il m'a impressionné, je dois dire. C'est donc le biovitalisme qui commande au dernier terme notre croyance à la médecine scientifique. Et dans son contexte, quand la vie même est menacée, eh bien, les avatars du sujet passent au second plan. Comme je dis tout bêtement, quand on se noie, on tend la main pour qu'on vous sorte de l'eau, c'est la première urgence, et ce n'est que dans un deuxième temps que peut-être on commencera à se demander mais qu'est-ce qui m'avait conduit dans l'eau? Et donc voilà, c'est ce que j'appelle une bascule des urgences. Oui, bon, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'avec ce basculement d'urgence, on est loin de l'époque où les revendications de libération sexuelle couraient les rues, avec l'idée qu'elle était le remède au mal-être dans la civilisation. Moi, je serais tentée de dire que l'essor que la psychanalyse a connu dans les années post-mai 68 était dû en partie au fait que cette libération était ressentie comme l'urgence sociale du moment et que la psychanalyse, en mettant l'accent sur le sens sexuel du symptôme, apparaissait comme l'allié de cette urgence. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. D'abord parce que cette urgence n'est plus à l'ordre du jour, et puis parce que la psychanalyse n'apparaît plus comme l'allié. Alors, s'il y a plus de ces revendications, il y a néanmoins une revendication actuelle qui concerne la sexualité, qui est, comme vous le pointez, le libre choix de l'identité sexuelle. Or, les mouvements LGTB, qui se battent pour que ce choix soit reconnu, loin de faire de l'analyse leur allié, en font plutôt leur adversaire, tout en la qualifiant de conservatrice ou d'obsolète. Quoi qu'il en soit de leurs préjugés sur la psychanalyse, il est certain que la question des trans fait débat parmi les analystes. Pour certains, le transsexualisme relève de la psychose et ils ne sont pas favorables aux interventions dans le réel qui sont nécessaires à la réassignation du sexe, car cela signifierait collaborer avec la psychose. Pour d'autres, il s'agit d'un syndrome transstructurel et ils considèrent qu'une intervention dans le réel n'est pas à exclure. Alors, quel est votre avis là-dessus? Eh bien, je me permets de croire que la question est mal posée. Ce n'est pas votre question, c'est la question qui se pose en effet dans le milieu. Les trans ne soulèvent pas une question sur les embarras de la jouissance sexuelle. Ils ne retiennent du sexe que les semblants, les signifiants, les images qui en font une identité, qui donnent une identité de semblant sexuel. Et la question de la jouissance sexuée et de l'identité sexuelle sont deux questions complètement différentes en réalité. Et donc, différentes en tout cas au niveau du discours commun. Après, dans la psychanalyse, évidemment, il y a des jonctions. Mais alors, finalement, oui, la question est mal posée, j'y réponds pas. Faut-il consentir à opérer? Comme toute question, c'est au cas par cas, en fonction des structures, et la psychanalyse ne propose pas de traitement de groupe. Donc la psychanalyse, finalement, n'a rien à dire sur le groupe des trans. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit rien. On va dire un par un, si on reçoit un sujet trans, on va essayer de lui dire quelque chose, certainement, ou d'obtenir qu'il se dise à lui-même quelque chose. Mais cette façon d'aborder par groupe n'est pas analytique en elle-même. Voilà ce que le peu que je peux dire sur cette, que je veux dire sur cette question.
pose la question parce qu'elle fait débat entre analyses, c'est pour ça que je vous posais la question. Mais les analyses ne sont pas toujours bien orientées. Oui. Donc, comme il faut se dépêcher, on va passer à la troisième question. Alors, donc, pour revenir aux urgences d'aujourd'hui, on pourrait dire que face aux forces contraires des discours actuels, c'est la survie de la psychanalyse qui est devenue une urgence pour les psychanalystes. Mais en fait, cette question de la survie de l'analyse s'est posée depuis son invention par Freud, et Lacan l'évoquait également dans la télévision. Néanmoins, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la survie de l'analyse ne sont pas les mêmes que du temps de Freud. À son époque, la psychanalyse était perçue comme un discours subversif et ce qui la menaçait, c'était l'idéologie dominante de l'époque qui était assez conservatrice. Alors qu'aujourd'hui, c'est la psychanalyse qui est parfois taxée de conservatrice et d'obsolète. Ce débat entre progressistes et conservateurs anime les mouvements analytiques eux-mêmes. Les uns qualifient de conservatrices les positions de certains collègues en tant qu'ils ne tiendraient pas compte de la subjectivité de l'époque. D'autres accusent tel ou tel collègue de vouloir être trop santonne avec les revendications du moment, oubliant ainsi la spécificité du discours analytique. Les uns et les autres ont parfois raison. Alors, comment envisager la reconquête du champ lacanien sans donner raison ni aux uns ni aux autres? Je vous adresse la question puisque dans votre livre, vous rappelez le propos de Lacan, c'est par la production de savoir que la psychanalyse peut continuer à faire prime sur le marché. Donc, si nous mettons notre boussole à l'heure des nouvelles donnes de notre époque, quel savoir peut-on en tirer? Et peut-on produire quelque chose de nouveau concernant ce que la psychanalyse a comme portée universaliste? Bon, merci Rosa pour cette question et les développements qu'elle implique, hein, un peu implicite, mais oui. Alors, sur la question principale que vous posez sur la reconquête, j'ai une hypothèse, je l'ai formulée. Mais avant d'y venir, je veux faire deux remarques par rapport à ce que vous dites. On peut dire que Freud était face à l'idéologie conservatrice. Encore que ce matin, Sidi nous a bien rappelé que dans cette idéologie conservatrice, il y avait aussi une partie de l'opinion qui était orientée autrement. Donc, il était quand même face à l'idéologie conservatrice, mais alors aujourd'hui, ce serait vraiment trop dire que d'affirmer que la psychanalyse est face à l'idéologie progressiste. Elle est face à l'idéologie de la science, et c'est un mur. C'est ni progressiste ni conservateur, la science, c'est un mur. Ça, c'est ma première remarque pour répondre à cette question. Ça, c'était juste plutôt par rapport au mouvement LGTB et tout ça qui se veulent progressistes et c'est plutôt eux qui traitent la psychanalyse de conservatrice. Oui, ben, laissons-les dire. Oui, bon. Chacun est libre. Alors, ma deuxième remarque, c'est au sujet du savoir. Lacan disant la production de savoir qu'il faut pour faire prime sur le marché, selon son expression. Ben, un savoir ne peut faire prime sur le marché que s'il séduit le marché. Hein? Et c'est vrai même dans les sciences et même dans les mathématiques, où le marché est celui des autres mathématiciens. Donc, le savoir n'est jamais tout seul, lui non plus. Hein? Il a le marché qu'il admet. On peut voir ça avec l'histoire de Cantor. Alors, quand Lacan dit aux Italiens cette phrase, ben, je la prends un peu dans son contexte. Je crois que c'est surtout pour les inviter à être présents dans le monde par des productions épistémiques plutôt que par des positions de notables, puisque c'était ça qu'il lui demandait en lui demandant la création d'une école freudienne italienne. Donc, je ne pense pas qu'il croyait vraiment qu'il pouvait attendre du savoir de ces trois interlocuteurs, pour tout dire. De savoir plus que d'autres venant d'autres lieux. Alors, maintenant, j'en viens à la reconquête du champ lacanien, comme je me suis exprimée.
la reconquête du champ lacanien ne peut être, selon moi, qu'interne au champ analytique. Quand Lacan parle du champ lacanien des jouissances, dans sa définition générale, c'est l'ensemble des régulations de jouissance, et la psychanalyse, comme lien social particulier, n'en est qu'une part. C'est ça le champ lacanien, c'est la régulation dans notre monde, notre civilisation. La psychanalyse n'en est qu'une part. Alors, à l'égard des autres parts, réglées par le discours commun, et aujourd'hui le discours de la science et le capitalisme, la psychanalyse ne se pose pas en colonisatrice ou en redresseuse de jouissance. Elle se pose, on l'a beaucoup évoqué en d'autres termes toute la journée, elle se pose en révélatrice. Pour ceux qui y viennent, révélatrice de leur jouissance à eux-mêmes ignorée, comme disait Freud. Cette jouissance qui fait l'os de toute identité, au fond. Alors, cette visée-là de révélation de l'os de jouissance qui fait l'identité d'un sujet, elle suppose que dans les analyses, on pousse les implications du procédé freudien, procédé tout entier langagier, à ses extrêmes conséquences, à ses butées, à ses impasses et à ses possibilités. Alors, le procédé freudien, il n'est ni conservateur, ni progressiste, ni impérialiste. Il a une portée que l'on peut dire universelle entre guillemets, pour autant que tout parlant peut y entrer, si les circonstances le lui permettent. Alors, ceci étant dit, donc, la reconquête du champ freudien, elle se passe dans les analyses. Quand on pousse le procédé qui fait l'unité de la psychanalyse, de tous les courants de psychanalyse, jusqu'à ses conséquences. Alors que cette reconquête interne puisse avoir des conséquences plus larges, sociales, ce n'est pas exclu. Pas sûr, mais pas exclu. Lacan l'a envisagé dans Télévision. Quand il parle du psychanalyste qui décharite comme le saint, etc. Bon, il l'a envisagé, mais il ajoute, ça ne sera un progrès que si ce n'est pas seulement pour certains. Alors cette phrase qui veut dire qu'il faudrait être très nombreux comme psychanalystes, cette phrase indique qu'à cette date, 5 ans après sa proposition, Lacan ne comptait déjà plus sur sa passe pour l'assurer. Il comptait sur les psychanalystes poussant le procédé à ses conséquences. C'est ce que je crois. Voilà ce que je